Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo preview boxe anglaise sur Fight Minds. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un sujet brûlant en ce moment. On va parler du retour de Canelo, du retour du roi. Et on va surtout évoquer un peu la guéguerre qui se font avec Dana. Par ricochet interposé avec Turquie. On va vous expliquer tout ça. En attendant, vous commencez à avoir l'habitude. Je vous lance la petite pub. Ceux qui l'ont jamais vu, restez ou regardez les commentaires sur la vidéo précédente. C'est pas nous qui le disons. C'est apparemment le placement de produit du siècle. Donc, je vous laisse vous faire votre propre avis. Allez-y, on se retrouve de suite. Cette vidéo est sponsorisée par Shadow Boxing App. Vous rêvez de débuter ce sport magnifique qu'est la boxe, mais vous ne savez pas par où commencer. Bien, j'ai la solution pour vous. Je vous présente un nouvel élève. Par souci d'anonymat, nous l'appellerons Kabir. Et comme beaucoup de nouveaux élèves, Kabir fait n'importe quoi. Heureusement, son coach est là pour le rappeler à l'ordre. Bon, le sac, c'est pas trop ça, alors Kabir s'essaie au shadow. Sans grand succès. Et grâce à son partenaire d'entraînement, Kabir va enfin voir la lumière. Kabir vient de découvrir Shadow Boxing App, l'application qui t'accompagne dans tes entraînements et révolutionne le shadow. Grâce à Shadow Boxing App, tu peux non seulement découvrir les bases de la boxe, mais aussi casser la routine. Si t'en as marre des shadows un peu ennuyeux et que tu veux découvrir autre chose à la maison comme à la salle, télécharge Shadow Boxing App. L'application est notée 4,9 par plus de 6200 utilisateurs à travers le monde. Mais surtout, grâce à Shadow Boxing App, Kabir le nulos est devenu Kabir le monstre. Et maintenant, son coach est fier de lui. Pouvoir continuer à l'aider à progresser. Téléchargez Shadow Boxing App, les liens sont dans la description. Heureux. Donc, c'était le placement de produit du siècle. Pour ceux qui l'ont passé, vous savez pas de quoi je parle, allez voir vraiment, je vous jure, ça vaut le coup. C'est pas juste des petits placements de produits, on s'est donné et voilà. Merci Shadow Boxing App de sponsoriser les vidéos sur ce mois de septembre comme d'hab. Shadow Boxing App, hein, l'application, les liens sont dans la description. L'application qui vous aide à commencer la boxe ou alors juste qui change votre routine de shadow. Donc, elle s'adresse aux très 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 débutants comme aux confirmés qui ont envie de changer un peu. Avec Kabir, par exemple, on l'utilise. Je pense qu'avec Kabir, on peut commencer à dire qu'on est des pratiquants confirmés. On n'est pas des experts parce que tu ne deviens jamais expert en sport de combat et en arts martiaux, mais je pense qu'on peut dire qu'on est des pratiquants confirmés. Et on l'utilise, et moi, ça m'a sauvé les miches pendant le Covid. Sur ce, en parlant de Kabir, je suis accompagné, comme d'hab, de mon compère de toujours, l'analyste en chef Kabir. Salut Kabir, comment ça va? Salut Dylan, salut à tous. Ouais, ça va, super week-end et super combat qui s'annonce cette semaine. Donc, content d'en parler aujourd'hui avec vous. Alors, je vais évoquer rapidement 2-3 trucs. Premier truc, c'est pas un combat pour Undisputed. C'est pas un combat pour les 4 ceintures. Enfin, si, il y a la ceinture The Ring, mais c'est pas un combat pour les 4 ceintures alphabet. C'est un combat pour la ceinture WBO, WBA, WBC et la ceinture The Ring. Mais la ceinture IBF n'est pas dans l'eau puisque Canelo a été strip de sa ceinture IBF. On vous l'a évoqué quand on parlait de Christian, surtout Mbili. Alors, il y a eu des infos là-dessus, je pense qu'on vous fera peut-être une vidéo très courte, juste une vidéo info comme on vous faisait à une époque où on vous parlait en 5 minutes de ce qui était en train de se passer, donc on vous fera peut-être une vidéo là-dessus, on va pas trop le développer ici parce qu'il y a plein d'autres sujets à aborder, mais la ceinture IBF va être remise en jeu entre le premier et le deuxième de la catégorie, Christian est troisième, donc normalement il devrait avoir peut-être un combat d'activité et le combat suivant devrait être pour la ceinture IBF si la logique est respectée. Voilà, on vous en parlera dans une vidéo un peu plus détaillée. Mais du coup, Canelo, qui a été strip de sa ceinture IBF pour avoir refusé de défendre contre le mandatory IBF, se retrouve avec
uniquement 3 ceintures sur 4, plus la ceinture The Ring, qui est pour moi la plus importante. Et ça, la vidéo sur l'histoire de la boxe arrive très vite, là, elle est quasi bouclée, qui vous expliquera pourquoi la ceinture The Ring est peut-être la plus importante. Donc ça, c'est un premier point. Pourquoi, pour ceux qui se demandent pourquoi Canelo est plus undisputed ou pourquoi c'est pas pour les 4 ceintures ce combat, voilà la raison, elle est assez simple. Ensuite, je crois que ça a quand même pas mal fait parler sur les réseaux sociaux, et pas que sur les réseaux sociaux, puisque même Dana White, Canelo, eux-mêmes en ont parlé. Il y a une petite guéguerre, parce que comme vous le savez ou vous l'ignorez, si vous l'ignorez, je vais vous le dire maintenant, c'est un combat pour l'indépendance, pour la célébration de l'indépendance du Mexique, qui commence donc, les célébrations commencent le 15 septembre et durent une dizaine de jours à peu près. Dure 2 semaines, je crois. C'est la célébration de l'indépendance mexicaine. C'est toujours un week-end sur lequel boxe Canelo, puisque Canelo c'est vraiment le Mexicain, c'est-à-dire il représente son peuple, vient de Guadalajara, là, imprononçable, désolé. C'est un fer de lance au Mexique, c'est une méga gigastar. À chaque fois qu'il combat, le pays s'arrête à moitié. Enfin, c'est vraiment c'est un monstre médiatique au Mexique, et donc il combat toujours sur le jour de l'indépendance mexicaine, ou le début ou le milieu. Enfin, il combat pendant l'indépendance mexicaine tous les ans. C'est voilà, c'est son truc. En plus, Canelo, beaucoup d'activités, donc c'est à chaque fois son 3e combat de l'année. Enfin voilà, c'est à chaque fois un événement, quoi qu'il arrive. Là, il combat donc contre Berlanga, qui est américano-puertoricain. Voilà, donc ça, on va vous en parler un peu plus. Mais en face, l'UFC, depuis un an, décide de faire l'UFC Noche, qui est une soirée pour célébrer aussi l'indépendance mexicaine. Alors voilà, on va parler vite fait. Donc cette année, c'est à la Sphère de Las Vegas. La Sphère de Las Vegas, ceux qui voient pas ce que c'est une construction à plusieurs milliards de dollars. Vous avez certainement vu passer des trucs sur les réseaux sociaux. C'est la boule géante qu'il y a dans Las Vegas, avec tous les écrans à l'extérieur, avec la tête de Bob l'éponge des fois là qui passe. Et à l'intérieur, il y a eu un concert de U2. Si jamais, allez voir les images sur YouTube, c'est assez bluffant. Et donc l'UFC a dit, on va révolutionner le monde des sports de combat, parce que oui, Dana White, c'est au moins ça à chaque fois. On va faire un événement dans cette sphère, et donc on va diffuser un film, on va faire ci, on va faire ça. Bon voilà, bref. Les places étaient à un prix faramineux, donc finalement se sont pas vendues. Donc là, à l'heure actuelle, les places, il y a encore des places en vente. Les places sont passées de $6,000 à $300 tellement ça se vendait pas. Et c'est dans la même ville que le combat de Canelo. Les deux ont lieu à Vegas. Donc il y a vraiment un affrontement direct, sachant que Canelo et Dana ont rien l'un contre l'autre, puisque Dana l'a même dit qu'il avait rien contre Canelo, puisque Oscar de la Hoya, c'est un bordel monstre, qui est en guerre avec Canelo, a dit c'est de la merde le combat contre Berlanga, donc j'irai à l'UFC Noche. Dana White qui a voulu faire le cake en disant je sais pas d'où il aura ses tickets, mais c'est pas moi qui lui donne, c'est sûr. Bah frère, il en reste des milliers de tickets à vendre, donc il va en trouver, t'inquiète pas. Il a les moyens de la Hoya de payer un ticket au premier rang pour l'UFC Noche. T'en fais pas, mon Dana. Et donc il a dit, moi j'adore, enfin Canelo c'est un super gars, moi j'ai déjà rencontré, je suis très fan de Canelo, blablabla, parce que vous savez que Dana White est censé être fan de boxe à la base. Bon, même si son attitude envers la boxe depuis quelques années a tendance à prouver le contraire. Et sauf que par contre, il y a une guerre entre Canelo et Turquie, ça on le sait tous, et cette UFC Noche, donc qui est censée célébrer l'indépendance mexicaine et qui n'a pas de combattants mexicains en main event, voilà. Et qu'il y a peu de combattants mexicains sur la carte finalement, parce qu'il devrait y en avoir un par combat. Voilà. Là, et à part Valentina qui est titrée et qui du coup est en co-main, il y a Valentina. À part Alexa Grasso, il y a pas il y a pas de combattants mexicains titrés sur la carte. Enfin bon bref, c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Enfin désolé, mais il devrait y avoir un combattant mexicain par combat, c'est pas normal. Et surtout le main event, ça devrait être du coup Grasso Tchechenko. Il y a aucun voilà, c'est l'indépendance mexicaine à un moment donné. Bon voilà. Et surtout, c'est sponsorisé par la Riyadh Season. Exactement. Donc, vous qui regardez la boxe sur Fight Minds, vous les connaissez bien. Bon, dans le monde du MMA, vous commencez à les découvrir, la Riyadh Season. Donc, c'est sponsorisé par Turquie. Et du coup, l'UFC Noche Sphère de Vegas Riyadh Season Edition, je sais pas quoi, je sais même plus ce que c'est le nom, tellement c'est le bordel. Ben voilà, donc c'est la guerre entre Canelo et entre Turquie. C'est une guerre qui se matérialise ce week-end puisqu'ils sont tous les deux sur le même territoire au même moment, dans la même ville. Et Canelo, évidemment, c'est sold out. Bah oui. Ce qui est pas le cas du tout de la Sphère, alors que effectivement Canelo, le combat est pas le plus excitant de la carrière de Canelo, et clairement pas le combat de boxe le plus excitant de l'année non plus. Mais encore une fois, Canelo c'est un peu comme pour Naoya. Canelo, il a pas besoin de Turquie, il a pas besoin de s'exporter. Canelo, il boxe au Mexique, aux États-Unis. Là, c'est
ça fait 10 ans qu'il boxe à Vegas non-stop, quasiment 3 fois par an. Enfin, c'est un truc de fou. Il est chez lui. Canelo, ça vend. Point. C'est comme encore une fois Naoya au Japon, ils ont pas besoin, et donc Turki ça le vexe qu'ils aient pas besoin de lui, et donc Canelo il a très clairement dit qu'il s'en foutait de Turki, qu'il continuera à faire sa life. Turki a été extrêmement vexé, il en a mis plein la tronche de Canelo, et là il se retrouve face à face. Canelo vend ses tickets, pas Turki, alors c'est pas Turki directement, mais vous avez compris. Voilà. Donc ça c'était pour le petit truc, parce que c'est un sujet dont tout le monde parle, et comme c'est une chaîne de MMA, on voulait aussi l'évoquer. Enfin, comme c'est une chaîne de MMA à la base, parce que maintenant c'est un média sport de combat plus généraliste, mais on voulait l'évoquer un peu. Bon, moi j'avoue que d'un point de vue purement personnel, c'est une guéguerre dont je me fous un peu, parce que ce qui m'intéresse c'est le sportif. Je suis très surpris du choix de l'UFC de mettre O'Malley Merab en main event, mais on n'est pas là pour parler de MMA, donc je vais pas. Voilà, mais je suis surpris, je comprends pas que. Surtout que Grasso-Shevchenko, ça a été quand même 2 combats de dingue, avec un niveau technique absolument phénoménal. Donc incompréhensible pour moi que ce soit pas du main event. T'as Grasso qui est mexicaine, bon, voilà. Mais Canelo, Vakari, je pense ce week-end, voilà, au Mexique, il va faire un carton, alors que l'UFC va pas marcher du feu. Ouais, en tout cas, va peut-être ou peut-être moins marcher qu'en tout cas le combat de Canelo, parce que comme tu le disais, c'est devenu une institution, c'est devenu un passage quasi obligé tous les ans. En fait, c'est l'indépendance égale combat de Canelo en fait. Donc en fait, c'est un peu dommage sur le plan business que les deux se soient mis en concurrence, mais d'un point de vue sportif et d'un point de vue de fan, nous on est content. Bon, ça va être compliqué à suivre les deux en même temps. Il va falloir qu'on ait double écran, qu'on puisse s'adapter. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue purement en tant que fan, nous, ça nous réjouit. Et plus de gros combats, plus de kiff. Hein, bien sûr, cette situation de pseudo-concurrence d'ailleurs, parce que ce sont 2 sports différents, mais bon, effectivement, vu qu'il y a la Riyadh Season qui rentre en ligne de mire, ça mélange un peu tout, mais en vrai de vrai, il n'y a aucun problème avec ça. Comme tu le disais, le point, c'est que Canelo, il affronte pas forcément le combattant avec le plus d'adversité, mais ça reste quand même un combattant qu'on aime voir, comme il fait partie du top pound for pound, c'est évident qu'on aime le voir. Donc il n'y a pas de sujet. Et puis c'est son mandatory WBA. Ça c'est aussi important à souligner, parce que les gens tapent toujours sur les choix de Canelo depuis quelques temps. Il y a des trucs à dire sur la carrière de Canelo, c'est clair. Par contre, le CV de Canelo aujourd'hui dans la boxe, il n'y a pas beaucoup d'équivalents quand même. Il est arrivé à un âge et à un nombre de combats. Il est à 66 ou 67 combats si je dis pas de bêtises. Donc il est arrivé quand même 60. Ouais c'est ça. Ce sera son 66e combat. Donc il est quand même arrivé à un point de sa carrière, même s'il est relativement jeune, il a 34 ans, il n'a pas 40, mais il est en fin de carrière. Il a affronté Mayweather très jeune, à l'époque où Mayweather était en prime. Bonjour Raja. Bonjour. Et à l'époque où Mayweather était à son prime, il est monté, il fait 1m71, il est monté jusqu'en light heavy pour aller battre Kovalev, à l'époque où Kovalev il n'était pas battable. Il le met KO en plus. Canelo, les gens sont très durs, je trouve, avec lui. Il a quand même, sa carrière est folle et son run est fou. L'enchaînement pour devenir undisputed avec Plante, Billy Joe Saunders et compagnie, l'enchaînement qu'il a fait, un par un, c'était magnifique, que des champions du monde invaincus. Petite parenthèse, d'ailleurs, on trouvera Plante dans la carte. Oui, je vais en parler vite fait aussi. Mais il y aura Plante dans la carte et c'est cool. Je suis content. Pareil, en fait, justement, comme tu disais, Canelo, je te reprends sur ce point-là, je suis 100% en phase. Effectivement, nous, on aurait kiffé le voir contre Benavidez, on aurait kiffé le voir contre Mbili, forcément. Voilà, c'est sûr que c'est des combats qu'on veut voir, mais on peut pas non plus lui reprocher d'avoir évité, c'est pas un épouvantail non plus, quelqu'un il évite pas tout le monde, quoi. Benavidez, effectivement, il fait tout pour l'éviter, mais encore une fois, est-ce qu'on comprend pas pourquoi il l'évite à son moment de sa carrière? Pourquoi il irait combattre Benavidez? Il a pas besoin. Sa legacy, elle est déjà faite. Rien à gagner, tout à perdre. Voilà, elle est déjà faite, sa legacy. S'il bat Benavidez en plus, et ça, ça c'est le seul truc sur lequel je suis d'accord avec John Jones, parce que je vais en parler vite fait sur tout le truc Aspinal. Le seul truc où je suis d'accord, parce que je trouve que effectivement Jones évite Aspinal et voilà. le truc où pour moi il a raison à 100%, c'est de dire il y aura toujours un gars. Si je bats Aspinal, vous me direz que en fait c'est Volkov ou je sais pas, on s'en fout. Mais et c'est un peu pareil pour Canelo. Si Canelo il bat Benavidez, ils diront oui mais Morel, oui mais machin. Et en fait il y aura toujours quelqu'un. Bah oui, ça a toujours été comme ça. Jusqu'au combat de trop. Voilà, jusqu'au combat de trop, il va prendre un KO pourri et que ça va entacher sa carrière. Et on dira que c'est une fraude.
Voilà, là pour l'instant, Canelo, pour moi, c'est encore aujourd'hui le roi de la boxe. Pour ceux qui savent pas, donc Canelo, c'est 65 combats, 61 victoires, 2 défaites, 2 nuls, 39 KO sur ses 61 victoires. Il a affronté les Mayweather, les Golovkin, les Caleb Plant, les Billy Joe Saunders. Il a affronté absolument tout le monde, les Kovalev. Je disais Bivol, il a perdu contre Bivol de façon assez évidente, même si les cartes des juges reflétaient pas ça. En fait, il y a ça qui a pas aidé aussi avec la carrière de Canelo, c'est que le combat contre Golovkin aussi, contre Golovkin a fait scandale parce qu'effectivement, surtout le premier, la décision est assez scandaleuse. Le deuxième, c'est pas non plus très clean. Bon, le troisième, au moins, il n'y a pas de débat, mais Golovkin avait 122 ans. Mais c'est quand même Canelo, c'est quelqu'un qui a une carrière de fou. Aujourd'hui, pour moi, encore une fois, c'est lui qui a le plus gros CV de la boxe actuelle et en même temps en 65 combats, voilà. C'est lui pour moi le visage de la boxe, même si en Europe déjà tout le monde le connaît, Canelo, mais même s'il fait pas la vente de pay-per-view que va faire Joshua en Europe par exemple ou Fury, ce qui est normal. Par contre au Mexique, je vous dis, le pays il s'arrête, c'est sur la télévision publique ces combats, c'est même pas payant, tellement c'est d'intérêt national de voir le combat de Canelo à la télé. Donc là il affronte son mandatory WBA, donc c'est marrant parce que quand les boxeurs affrontent pas leur mandatory, tout le monde gueule en disant ah ouais mais il évite son mandatory, et quand ils affrontent leur mandatory c'est pas bon non plus. Bon, alors effectivement je suis d'accord pour l'histoire de Benavidez, et oui je pense qu'il y a aucun débat sur le fait qu'il évite Benavidez. Maintenant je pense qu'il a toutes les raisons de l'éviter, et moi je suis pas forcément un fanboy de Canelo ou quoi, hein. C'est juste que à ce moment-là de sa carrière je comprends pas, même lui je vois pas pourquoi il prendrait ce risque là. Même pour beaucoup d'argent, il en a déjà de l'argent, enfin, et il en aura après. Enfin, je veux dire, l'argent va continuer à rentrer parce que il va continuer à vivre, ce mec, les réseaux sociaux, machin et tout, mais aller sur les plateaux mexicains, enfin voilà. Et il affronte donc Edgar Berlanga. Alors pourquoi on vous dit que c'est pas le combat du siècle? Déjà, la différence de palmarès et d'expérience est assez criante. Berlanga, c'est 22 combats, donc vous voyez par rapport aux 65 de Canelo, quand même, on est à haut tiers. 17 KO, dont 16 obtenus au premier round, les 16 d'affilée. Ces 16 premiers combats de sa carrière, c'est 16 KO au premier round. C'est donc Puerto Rico, gros puncher, vraiment gros puncher, et surtout différence de taille, il fait 14 cm de plus que Canelo et il a 10 cm de plus d'allonge. Voilà. C'est un peu ça les points, effectivement, et justement c'est beaucoup sur ça qu'on a marketé le combat, je trouve, un peu trop à mon sens. Oui, la machine à KO qui a mis KO tout le monde au premier round face au combattant qui n'a jamais été mis down. Regardez comment il a un coup musclé. Bon, c'est un peu exagéré, je trouve, mais bon, dans l'idée c'était un peu ça, c'était de se dire en fait il savait pas comment le vendre le combat, j'avoue. Bah ouais, il savait pas vraiment comment vendre le combat, et donc ils ont essayé de créer Après, la boxe, c'est incertain, il y a toujours des upsets. Mais en gros, ils ont essayé de beaucoup survendre le potentiel upset d'un KO de Canelo. En tout cas, ne serait-ce qu'un down, déjà. Faudrait qu'on ait un down, déjà. Et effectivement, donc c'est un combattant ultra offensif, explosif, qui a été capable de faire de belles fulgurances. Mais on le voit en termes à la fois de longueur d'expérience, mais également d'adversité, ça n'a rien à voir. Il a jamais affronté à ce jour d'adversaires, ne serait-ce qui arriverait, ne serait-ce qu'à la cheville des challengers, des précédents challengers de Canelo, je veux dire. C'est sûr qu'il a jamais affronté quelqu'un comme Canelo, ça c'est sûr et certain. Ah oui, ça c'est sûr, mais on est loin, Tu vois, tu prends ne serait-ce que les 10 derniers adversaires de Canelo, ils sont... Ah ouais, mais je pense que McCrory c'est son plus gros adversaire en fait. C'est le dernier, tu vois, il a battu par KO. Et McCrory c'est pas non plus, enfin avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est pas Canelo quoi. Exactement, mais c'est même pas un challenger de Canelo. Voilà, et en fait, on va pas fonctionner. La boxe c'est pas aussi simple que ça. On peut pas fonctionner par syllogisme en se disant ouais si un tel bat un tel qui bat un tel, ça. C'est pas comme ça, mais c'est assez révélateur du niveau d'adversité auquel on peut faire face. Et en fait, on se dit que Berlanga, ça va être compliqué pour lui. Donc, c'est pour ça qu'aussi, on peut pas rentrer spécialement dans une analyse technique extensive et qu'on a pris le temps aussi de faire un rappel des éléments de contexte. Mais voilà, faut savoir que Berlanga, c'est un combattant très puissant, qui est capable de mettre KO ses adversaires assez rapidement et avec la manière, on est d'accord, mais autant sur le plan technique que sur le plan stratégique, c'est des années-lumière derrière Canelo. Donc, ah oui, c'est pas du tout, c'est pas la même galaxie en fait. Sauf upset, c'est un combattant, c'est limite en dessous même d'un combat d'activité, tu vois. On dirige vers le combat de Jinwei qu'il a fait, qui était un combat d'activité. On savait que c'était pas forcément le combat le plus difficile de sa carrière, mais là on est encore en dessous. Mais encore une fois, Canelo, il a un stade de sa carrière où il a tellement plus rien à prouver qu'il peut se permettre de faire ces fameux combats là qui sont là finalement un peu juste pour
montrer lui, et plus largement, comme tu le disais, étant donné que c'est le visage de la boxe, montrer à quel point la boxe, ça reste quand même un sport, et voire le sport le plus influent en termes de sport de combat. Et on le voit justement en perspective avec l'UFC qui a lieu à 4 km d'écart et qui finalement flop, entre guillemets, un peu plus qu'un combat de Canelo contre un combattant qui, a priori, ne lui donnera pas de fil à retordre. Bah, en fait, Canelo est plus une star que, à part peut-être, je sais pas, Conor, Ouais. Et peut-être John Jones, allez, mais plus une star que n'importe qui, en fait. Évident, c'est évident. N'importe qui peut avoir l'UFC, en fait. Oui. Canelo, c'est une giga star. Et il y en a quelques-uns dans la boxe qui sont à ce niveau-là, mais je pense que Canelo est quand même un cran au-dessus de tout le monde. En fait, il est en avance par rapport à tout le monde, parce que c'est son 66e combat, parce qu'il a combattu contre les meilleurs, parce que voilà, il y a tout qui joue, évidemment. Mais Canelo, je crois que c'est vraiment, pour moi, c'est lui le visage de la boxe. Quand les gens ont un débat, est-ce que c'est Gervonta, est-ce que c'est machin, est-ce que c'est truc, pour moi, Canelo, il est quand même très au-dessus, et ça se voit en termes de vente et de nombre de vues. Hein. Le dernier combat de Gervonta, c'est du 250 000 pay-per-view. Canelo, on parle pas des mêmes chiffres là. Hein. Et puis même, c'est sur la télé publique dans son pays. Exactement. Ce qui nulle part ailleurs. Hein. Et en plus, on précise qu'effectivement, même si on parle de visage de la boxe, on est bien d'accord que à ce stade-là de sa carrière, il est plus vraiment dans la cour. Enfin, il est toujours dans le top pound for pound, on entend. Oui. Mais on sait très bien que c'est pas non plus le meilleur boxeur toute catégorie. Ah non, mais en fait, pour moi, je sais même pas s'il est dans le pound for pound encore actuellement, et parce que en fait, ça fait un moment qu'on l'a pas vu sur un vrai combat bien vénère. Le dernier, c'était Bivol, et qui était là aussi. Il monte de catégorie, donc c'était la définition du pound for pound. Après, il va chercher un mec qui est un talent générationnel. Donc c'est bon. Et tout le monde avait gueulé à l'époque en disant que c'était le choix facile, il aurait dû prendre Better Bief, c'était ça le vrai challenge. Bon, les gens s'étaient trompés comme souvent d'ailleurs. Enfin bref, sur la carte, on a aussi Rolly Romero contre Jaime, je pense, ou James, je sais même pas. J'avoue que je ne le connais pas. Et effectivement, il est inconnu des classements. Donc je pense que c'est un combat de reprise et de réactivité pour Rolly Romero, qui a été un des adversaires de Gervonta Davis notamment. Voilà, donc Romero, c'est pas un... Moi, j'aime pas. Voilà, je vous le dis... Voilà, j'aime pas le boxeur. J'aime pas du tout son style. Mais vraiment, je déteste son style. C'est un boxeur que j'aime pas regarder boxer, mais c'est un boxeur qui a du talent et qui est quand même là dans les classements et tout. Donc, il est toujours à prendre en considération, évidemment. Ça, c'est sûr. Ensuite, on a, et là, j'adore par contre, Caleb Plant, qui revient contre Macumbi en plus. Donc, c'est pas un mauvais combat. Pour être franc, c'est un beau combat de contender WBA. C'est ça, ça va être un beau combat de divertissement. Et je pense que Caleb Plant, il a fait ses preuves face à Canelo, même s'il a perdu de manière assez outrageuse. Ça reste quand même un combattant. Ouais, mais il est trop fort. Moi, j'aime trop Plant. En fait, il est résilient, il boxe, il a une super boxe, une défense folle. Et quand t'es dans sa distance, à très courte distance, je trouve ça fabuleux. Ça va vite. Hein. Ça reste un très très gros contender, hein, effectivement. Et en plus, il s'est associé avec Kronk. Pour ce combat, il a fait son camp chez Kronk. Donc, autant vous dire qu'il n'arrive pas pour trier les lentilles, il arrive pour vraiment faire du sale. Ah, le fond vert, il nique tout. Ah bah nickel, le t-shirt transparent. Il arrive pour faire très 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 mal, parce que quand tu signes chez Kronk, c'est que tu veux vraiment reprendre ta carrière dans l'autre sens, et que tu veux rebondir. C'est ce qui s'est passé pour Lennox Lewis, pour Vladimir Klitschko. Back to basics, un peu, tu vois. Oui, voilà. Julio César Chavez et tout, tous les plus grands champions. On rappelle, hein, Kronk, c'est 42 champions du monde quand même, hein, qui sont sortis de chez Kronk. Et Caleb Plant, du coup, qui arrive effectivement avec Stitch aussi dans son coin en tant que cutman. Oui. Donc il s'est méchamment bien entouré là pour ce camp. Très fan de Plant, pas objectif. Je le vois peut-être meilleur qu'il est, j'en sais rien, mais trop fan de Plant et de son style, vraiment. Et le co-main event, Lara contre Garcia. Ouais, et t'as Fulton aussi qui revient, après sa défaite contre Inoue, Stephen Fulton, qui était un très bon contender aussi. Donc franchement, c'est une belle carte. Hein. Honnêtement, c'est une belle carte. En termes d'enjeu, on va pas se mentir, il y a et même s'il y a le main event, c'est pour les titres. Vous disiez, hein, le manque d'adversité fait qu'a priori, on n'aura peut-être pas de nouveaux champions ce week-end. Mais en tout cas, même si les autres combats ne sont pas des combats qui ont des enjeux, quand je parle d'enjeux, je parle de ceinture, ça reste des combats où il y a des belles oppositions, où ils ont respecté, je pense, le public en ramenant d'excellents boxeurs. C'est une jolie carte. Moi, franchement, on a vu des cartes. Les gens se sont habitués aux cartes Riyadh Season là, donc sont devenus un peu aiment le caviar. Mais honnêtement, c'est une jolie carte. Il y a c'est rare. Effectivement, j'avais oublié, mais il y a Fulton qui ouvre la carte, donc c'est quand même pas rien parce que oui, c'était le plus gros adversaire techniquement d'Inoue
Alors Inoue lui a roulé dessus, mais Ouais, sur le papier, trop. c'était un des plus gros adversaires d'Inoue. Il est encore classé dans partout, hein, WBA, WC, WBO. C'est encore un mec vraiment solide des plumes. Donc bon, voilà. Ouvrir la carte avec Fulton contre Castro, c'est un beau combat. Castro, je pense, malheureusement, va être dépassé par Fulton, mais bon, ça, Je pense l'avenir nous aussi. le dira. C'est un combat de reprise, donc Ouais, voilà, c'est ça, c'est un combat de reprise. Et effectivement, donc Lara contre Garcia pour le titre WBA, je crois, des middle. Donc en co-main event. Donc c'est quand même Lara en plus c'est très bon. Hein. Moi j'aime beaucoup Lara. C'est quand même une très belle carte. Combat pour le titre en co-main. Canelo en main. Donc Canelo en main c'est toujours un événement. À tous les étages t'as quand même des gros noms. Hein. Fulton, Romero, Plante. Quand même pas rien vraiment. Ah ouais. Très belle carte, je suis très content parce que effectivement j'avais peur parce que souvent les cartes comme ça, quand il y a des gros main events ou des mecs vraiment des superstars en haut et que c'est pas une carte Riyadh Season, ça peut vampiriser un peu ce qui se passe en dessous. On l'a vu dans pas mal de cas. Ouais, je pense notamment à Fury White à Wembley où t'as un énorme main event. Hein. Fury White, c'est un truc de fou. Et en fait, du coup, tous les combats en dessous étaient quand même très faibles. Il y avait Nick Ball sur la carte, mais à l'époque Nick Ball n'était personne. Il y avait pareil David Adelai, mais c'était un prospect. Enfin, en fait, il y avait pas de gros nom sur la carte parce que ça vampirise tellement en haut, ça prend tellement d'oseille le main event qu'en fait. Et puis les gens viendront. En fait, quand t'as un gros main event comme ça, tu fais venir les gens. Donc tu te prends pas la tête avec la carte. Ça, c'était un des attraits de l'UFC jusqu'à il y a quelques temps. Par rapport à la boxe où l'UFC faisait des vraies cartes canon du début à la fin, Avec ou un très, très bon très homogène. matchmaking, Voilà. c'est ça, un matchmaking homogène. Il mettait en avant de nouveaux combattants, il faisait les rookies contre les vétérans, il faisait des oppositions de style, des oppositions de gym aussi, donc c'était cool. Là maintenant, Spivak contre Tibura qui fait main event, tu dis c'est dur. Mais effectivement, la boxe a un peu repris ses droits là-dessus, on va dire, parce que historiquement la boxe c'était des très belles cartes où t'arrivais tôt et tu repartais tard, quoi. Et là, je trouve qu'on est dans cette veine-là, surtout sur une carte indépendance mexicaine, il y a quand même pas mal soit de descendants mexicains, soit de pays hispanophones. Je pense que c'est un combat vraiment, une carte vraiment intéressante. Alors évidemment, pour ceux qui vont regarder le MMA, l'UFC Noche, etc., c'est une belle carte aussi. Hein. Donc là, il y a deux belles cartes qui s'affrontent. Effectivement, ceux qui ont un double écran, profitez. Ceux qui n'ont pas de double écran, bon bah ça va être compliqué parce que là, ça va vraiment être en même temps. Parce que d'habitude, il y a des petits arrangements, des trucs et tout. Là, je peux vous garantir qu'il n'y aura pas d'arrangement cette fois-ci. Canelo va pas attendre que le main event de l'UFC soit fini. C'est pas le style de Canelo. Enfin, du moins pas quand il y a Turquie qui est impliqué. Et vice versa. Donc là, les deux vont avoir lieu en même temps. Les deux cartes sont intéressantes du début à la fin. Donc va falloir faire un choix ou avoir un double écran. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur la carte. On se mouille sur les pronos. Ah ouais, vas-y, sur toute la carte ou non, sur le main, je pense. Tu vois une décision ou plutôt un KO tôt? Moi j'aimerais bien voir Canelo revenir au KO. Ça fait 3 ans qu'il a pas gagné par KO. La dernière fois c'était contre Plante d'ailleurs. Quel combat, quelle masterclass de Canelo. Contre Ryder aussi, il aurait dû aller au KO parce que Ryder, quel menton en acier trempé parce que il s'est fait martyriser. Il a fini contre Plante, il lui a cassé le plancher orbital. Hein. Ouais, non, mais il l'a martyrisé à Plante. Il y avait beaucoup de haine et ça s'est senti. Allez, Canelo KO par KO dans le... Allez, 8. Ok. Moi, je vois Canelo gagner par KO, mais un tout petit peu plus tôt dans le 6e. Ok. Histoire d'être bien expéditif parce que c'est la fête. Ah oui, tu penses qu'il lui roulerait dessus, quoi. Ouais, mais plutôt qu'en fait, il y aura une trop grosse différence d'écart, une trop grosse différence de niveau et que en fait, ça va être outrageux. Ouais. Il y a un monde où effectivement, ouais. On va voir parce qu'après c'est toujours pareil. Canelo il s'entraîne et il est solide et il prend pas de poids. Enfin, Canelo il est nickel toute l'année, hein, on le sait. Il est au gym toute l'année, ça fait partie de ces gars comme Musique, comme Inoue, qui sont quand même en canne toute l'année, qui font pas trop de yo-yo ni sur le poids ni sur le reste, qui ont une vraie hygiène de vie. Ouais. Donc Canelo, même si on le voit ralentir quand même dans ses derniers combats, il faut être tout à fait honnête.
Typiquement le combat contre Munguia, c'est quand même un vrai challenger pour moi, c'est un gros challenger. Pas, il l'a surdominé quoi, en étant vachement lent et en étant moins le Canelo qu'on connaît, mais il a quand même surdominé Munguia. Il a été moins généreux, il a laissé travailler et je pense que ça va être un peu ça aussi. Il est plus intelligent, on va dire maintenant. Je pense qu'il va laisser couler un peu sans les perdre, hein, mais qu'il va laisser Berlanga travailler le premier, le deuxième, mais après. Mais en plus, il a mis des downs dans ses 3 derniers combats, en fait, Canelo. Hein. Parce que Ryder, il l'avait mis down, Charlo, il l'avait mis down, et Munguia, il l'avait mis down. Donc, effectivement, donc il a mis les 3, il les a mis down, ces 3 derniers combats, il a quand même. Il a réussi à prendre le down. Donc, peut-être que. Et effectivement, il combat. C'est plus le même Canelo. Il y a moins de mouvements de tête, il y a moins d'esquives et tout. C'est un Canelo plus. Encore plus mexicain qu'avant, en fait. Ouais, vraiment, il est plus en bloc. Là, j'avance tête baissée, vraiment le menton dans les épaules et derrière les poings. Et je prends des coups dans la tronche, mais c'est pas grave. Enfin, je les prends dans les gants, quoi. Et je suis une petite boule. Il a une bonne défense. Ça a évolué. Il a une défense plus en bloc. Et je pense que là, ça va lui servir parce que justement, il va pouvoir bien casser la distance face à un adversaire qui, on le rappelle, est beaucoup plus grand. Il fait 14 cm de plus. Ça va être ça. Donc, à mon avis, les premiers rounds, ça va peut-être Berlanga qui va essayer de défiler sa boxe, mais qui va pas trop être sur l'offensive parce qu'il sait qu'il va se manger un contre de l'espace sinon. Mais après, parce que Canelo, c'est un sacré contreur. Il va vite se retrouver sous l'eau et puis je pense il va se retrouver contre une corde ou contre un coin et après fin de jeu. Ouais, je pense que ça va être quand même ça va être un combat de prestige pour Berlanga, ça va être un money fight. Oui, bien sûr. Et ça va être puis ça va le met sur le devant de la scène. Munguia par exemple, il a explosé alors qu'il avait déjà 43 combats, 43 victoires, il a explosé en affrontant Canelo. Maintenant, tout le monde le voit comme un vrai contender, etc. Alors qu'en plus, il s'est fait casser la gueule par Canelo. Ouais. Et après, il y a la Canelo Money. Billy Joe Saunders, par exemple, n'est pas revenu depuis son combat contre Canelo. Il a dû prendre 30 kilos, je pense. Il dit qu'il veut revenir, mais la Canelo Money, ça détruit des carrières, en fait. Hein, c'est con, mais voilà. Ça te met de la lumière, mais ça détruit des carrières. Mais effectivement, Canelo... je pense que ça va être un combat assez facile pour lui, malheureusement, sans manquer de respect à Berlanga, mais je pense que Canelo est quand même 1 milliard de galaxies au-dessus. Je pense que de toute façon, on n'aura plus de gros combats de Canelo avant sa retraite. Je veux pas casser l'ambiance, mais les gros combats qui lui restent, c'est Morel, c'est Mbili, c'est Pacheco éventuellement, c'est évidemment Benavidez, mais ça on sait que ça n'arrivera jamais. Ou de monter, de faire un rematch contre Bivol, aucun intérêt non plus. Voilà, ou d'affronter Beterbiev si tu vois, mais pareil, ça n'a aucun intérêt. Donc et ça c'est que des noms qu'il l'affrontera pas, je pense. Des problèmes. C'est que des problèmes. Et encore une fois, à 34 ans, après 66 combats, est-ce que tu as envie de ce genre de problème? C'est toi le roi de la KT. Je pense qu'il partira à la retraite, il partira dans le soleil avec ses ceintures. Il a bien raison. Et pour moi, il l'aura mérité. J'ai pas de problème avec ça, moi. Les gens qui ont fait leurs preuves toute leur carrière, etc. J'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est plus les organisations en elles-mêmes les gens qui disent que Canelo prend en otage la catégorie, je suis pas forcément d'accord. C'est les organisations qui prennent en otage la catégorie, parce que si ils trouvent que Canelo est pas assez actif, bon c'est pas le cas, mais que Canelo défend pas contre les bonnes personnes et tout, je pense notamment à Mauricio Suleiman de la WBC. Bah tu lui enlèves sa ceinture et tu la mets en jeu dans un combat contre Benavidez et je sais pas qui, entre Benavidez et Christian par exemple, j'en sais rien, mais tu la mets dans un combat entre les top contenders et tu fais pas chier. On attaque trop et c'est comme pour John Jones contre Thomas Aspinall. L'UFC n'a qu'à enlever la ceinture de John Jones et dire Aspinall est pro mieux. Maintenant il est champion du monde undisputed. C'est pas tellement les combattants, ils passent toute leur vie à prendre des coups dans la gueule. Les mecs ils ont 20 ans de carrière, ils montent dans un ring, c'est hyper exigeant les sports de combat, je vous jure. Si vous avez fait des sports de combat, vous savez de quoi je parle. Même en amateur, c'est dur. Alors, ce que je veux dire, si vous avez fait un combat amateur, vous savez déjà de quoi je parle. Si vous en avez pas fait, je vous jure, même si vous avez vu des documentaires, vous savez pas. C'est horrible les sports de combat, à quel point c'est ingrat, à quel point c'est difficile, le poids, l'hygiène de vie, vous avez plus de vie sociale, les sacrifices, la peur, parce que t'as peur de prendre des coups, peu importe qui tu es, prendre des coups dans la tronche, les risques que ça engendre, d'être paralysé, de ce que vous voulez, les drames qu'on a pu voir dans un ring ou dans une cage, tout ça pour que quand t'as 66 combats, on te dise
Ah oui, mais il évite le petit nouveau. Oui, bah il l'évite, oui. Bah écoutez, encore une fois, ça fait 20 ans que je prends des coups dans la gueule. C'est moi qui les prends les coups, c'est pas vous. J'ai le droit de l'éviter si je veux. Si je veux partir dans le soleil, pas invaincu, mais voilà. Et encore une fois, je pense qu'il y a vraiment une grosse responsabilité des organisations. Alors en boxe, des organisations alphabet, et en MMA, des orgas, l'UFC, le Pride, ce que vous voulez. Enfin voilà, de pas juste dire bah non, enfin tu fais de la merde, ok, tu peux continuer à combattre qui tu veux. Par contre, bah, tu défends pas notre ceinture, on la remet en jeu dans un combat en jeu. Ça tient que aux organisations et les organisations le font pas. Pourquoi? Parce qu'elles prennent 3% à chaque fois qu'une ceinture est défendue. Voilà. Donc tu vas pas. L'IBF m'a surpris en enlevant la ceinture à Canelo parce qu'ils vont perdre beaucoup d'argent. Mais là, je peux vous dire que la WBO, la WBC, la WBA, ils sont très contents que ce soit Canelo qui combatte parce que 3% de la bourse de Canelo, c'est pas 3% de la bourse de Berlanga ou de Pacheco ou même de Christian, tu vois. Donc ils savent pourquoi ils le font, et c'est pareil pour l'UFC qui arrive à te hyper un John Jones contre Miocic. Enfin c'est un scandale, et parce que bah, c'est la vente de pay-per-view, parce que c'est la vente de billets qui vont exploser, parce qu'ils vont vendre ça en plus comme potentiellement le dernier combat de John Jones. Donc les billets, au lieu d'être à $600, ils vont être à 3000. Enfin voilà, c'est le principe du business malheureusement, et ça fait partie du truc. Nous on fait partie de ce business en commentant la boxe, et voilà. Mais bon. Ça voilà. Ça nous empêche pas d'être critique vis-à-vis de ça. Après, nous, voilà, il faut qu'on garde quand même ce truc de fan. Voilà, ça empêche pas d'être critique et de dire que bon, à un moment donné, il faudrait peut-être arrêter de prendre les gens pour des nazes aussi. Et là, en l'occurrence, je pense que c'est les combattants ont pas la responsabilité qu'on leur incombe. Encore une fois, ils passent leur vie à prendre des coups dans la tronche. Mettez-vous à leur place aussi, pour ceux qui critiquent sur les réseaux et tout. Mettez-vous à leur place, vous passez votre vie à prendre des coups et tout. T'as des gars sur Twitter qui te disent t'es une pibale, t'es vite Benavidez, tu sais que tu vas prendre un KO. Bon, si vous voulez... Bon, voilà. Avec les carrières qu'ils ont, certains quand même, c'est difficile de... Bon, c'est difficile de leur en vouloir. C'est sur DAZN, j'ai oublié de le préciser évidemment. Le combat, enfin la carte est sur DAZN Pay-Per-View. Les liens sont dans la description comme d'hab. Si vous vous abonnez, si vous prenez le Pay-Per-View, l'abonnement est gratuit pour le mois. Donc profitez-en. Surtout que DAZN, il y a plein de choses maintenant. Voilà. Même du foot. Ouais, il paraît qu'il y a du foot sur DAZN. Il paraît, je sais pas. Il paraît qu'il y a du foot. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Désolé pour le petit coup de gueule de fin de vidéo, hein, ça devient récurrent, mais bon. Il faut dire les choses. Hein, écoutez. Les termes, c'est aussi pour ça que vous nous aimez bien, j'ai l'impression aussi. Hein. Donc, bah ouais, c'est pour ça qu'on est là. On va pas vous mentir. Parce qu'on est des fans de boxe, nous, comme absolument tout le monde devant son écran là maintenant. On est des fans de boxe et du coup on a nos opinions, et surtout ça. Il y a des trucs qui nous hérissent un peu, et moi j'avoue que la haine anti-Canelo, le Canelo bashing me gonfle un peu. Ouais. Comme le Fury bashing m'a un peu gonflé à une époque aussi, où il y a beaucoup de décisions qui sont critiquables, et il y a beaucoup de parcours de vie qui sont critiquables, mais en mettre plein la tronche à un gars à chaque fois qu'il fait un truc. Bon, ça fait partie des personnages et tout, et par exemple Fury, pareil, il m'a gonflé comme pas permis avant que Riyad arrive et ces trucs avec Joshua. Ouais, t'as 10 minutes pour signer le contrat et tout. Il m'a gonflé, mais ça fait partie de son business model à lui. Voilà. Il y a des trucs qui sont critiquables. Il y en a d'autres on devrait des fois rendre hommage aussi aux combattants, et on le fait pas assez, je trouve, parce qu'il se tabasse la tronche pour notre plaisir, comme les Romains du cirque. Donc bon, c'est quand même, faut quand même leur rendre un peu hommage. Donc moi je suis très content de revoir Canelo. Voilà, pour moi c'est un événement à chaque fois. Je loupe pas les combats de Canelo. Ça fait partie de ces boxeurs où même si je suis fatigué ou j'ai des trucs à faire, j'essaye quand même de regarder les combats de Canelo. Même s'il n'y a pas un enjeu énorme sur celui-là, mais on est content, et il y a une très belle sous-carte. Donc je vous invite évidemment à la regarder, DAZN, tout ça. Merci Kabir. Merci pour les analyses, et puis comme d'hab, hein, j'espère qu'on vous a accompagné pendant la vaisselle, le repassage, la bouffe, le ménage et tout ça, et puis on vous dit à la semaine pro. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.